Le Japon est un pays connu et reconnu pour avoir des codes sociaux extrêmement différents du reste du monde et particulièrement du monde occidental. L'image qu'on a de ces relations est qu'elles sont beaucoup plus codifiées et beaucoup moins nombreuses. Mais qu'en est-il réellement? Je vous propose de faire une petite revue de l'ensemble des relations qu'entretiennent les Japonais entre eux en s'éloignant de plus en plus de la sphère sociale pour voir ce qu'il en est réellement. Petit 1, la relation de couple. Le plus logique du coup c'est de commencer par la relation la plus fusionnelle entre deux personnes qui puissent exister, c'est-à-dire la relation de couple. Vous avez très certainement entendu parler de statistiques qui disent que X% des Japonais de 30 ans sont encore vierges ou encore que le taux de natalité est en chute libre au Japon, et même si c'est une réalité, c'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. Par contre, ça m'intéresse beaucoup plus de vous expliquer que 40% des Japonais âgés entre 16 et 39 ans seraient apparemment célibataires. Je dis seraient apparemment parce que malgré les nombreuses recherches que j'ai menées, la plupart des statistiques que j'ai trouvées étaient incomplètes. Le chiffre variait en général entre 25 et 40% et la tranche d'âge n'était pas toujours donnée, mais il semblerait que ça soit 40% ou en tout cas dans les alentours pour les personnes âgées de 20 à 39 ans. C'est très éloigné du modèle classique que l'on a du couple japonais qui se marie et qui reste ensemble pour la vie avec les enfants. Mais apparemment, d'après Harakawa Kazuhisa, un chercheur spécialisé dans le domaine du célibat, ce modèle ne serait arrivé apparemment qu'à partir de l'ère Meiji. Ce serait apparemment seulement à partir de l'ère Meiji que les Japonais auraient commencé à intégrer l'image occidentale du couple et du mariage où on se marie pour avoir des enfants et on reste ensemble toute sa vie. Avant cela, les divorces seraient apparemment assez fréquents. Je vous cite d'ailleurs Mori Harinori, un penseur japonais de l'ère Meiji, qui écrit « Le maintien du lignage est un aspect important de la culture occidentale, ce qui n'est pas toujours le cas en Asie. Les étrangers considèrent le Japon comme l'un des pays les plus débauchés au monde. » Avouez que c'est quand même très différent de l'image que l'on a du couple aujourd'hui. En dehors de ça, on a évidemment tous la représentation de la déclaration à la japonaise, où le garçon demande à la jeune fille d'accepter de sortir humblement avec lui au sous-être qu'il est. Même si cette représentation est un peu exagérée, c'est quand même quelque chose qui se fait au Japon, la déclaration officielle du garçon vers la fille. Quelque chose qui va se faire plus au collège ou au lycée, et rarement à l'âge adulte. Pour les adultes, ça va plus souvent se passer soit sur des applications de rencontre, un peu comme chez nous, soit au travail. Et oui, au Japon, c'est très commun de rencontrer son partenaire sur le lieu de travail. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui va pousser les femmes, même si elles ne travailleront pas dans le futur, et ça on verra ça plus tard, à continuer leurs études pour trouver un bon parti. Je ne vais pas aller plus loin que ça dans les détails par rapport à ça, mais je vous renvoie vers la dernière vidéo de Louis-San qui explique ça extrêmement bien. En général, après la première rencontre au Japon, les choses vont beaucoup plus lentement que chez nous en Occident. Et ça, pour une raison qui est très simple, c'est qu'en fait au Japon, on se met en couple très vite. Comme il y a très vite ce système de déclaration où on se met en couple, en général, on se met en couple avec une personne que l'on connaît assez peu et on apprend à se connaître une fois que l'on est en couple. C'est ce qui explique tous les clichés que l'on a sur les relations qui mettent 4, 5, 6 rendez-vous avant qu'on se tienne la main et parfois presque une dizaine de rendez-vous avant qu'on ne s'embrasse. En fait, chez nous aussi, c'est comme ça quand on y pense, on embrasse rarement une personne la première fois qu'on la voit. À part les chauds lapins qui vont en boîte, mais ça c'est une autre histoire. Il y a encore énormément de choses à dire sur le couple japonais, mais j'aimerais bien vous parler de plus de relations que ça et donc je vais m'arrêter ici et on va passer à l'étape juste d'après, c'est-à-dire Les relations familiales. une fois que le couple est formé, on peut donc s'attendre à un heureux événement et on se retrouve avec une famille composée de papa, maman, les enfants et éventuellement les grands-parents. Sachez qu'en psychologie sociale, on va distinguer la relation parentale de la relation conjugale. Même si cela concerne les deux mêmes personnes, à savoir papa et maman, le rôle que l'on va jouer en fonction de la présence ou non des enfants va impacter notre relation et la relation va être différente. En tout cas, c'est comme ça qu'on le conçoit chez nous dans les pays occidentaux. C'est-à-dire qu'en présence des enfants, je joue le rôle de parent et donc la mère est mon allié pour éduquer les enfants. Et sans la présence des enfants, je joue le rôle de conjoint. C'est comme ça vraiment que ça se passe dans une relation classique en psychologie. Au Japon, comme vous le savez normalement plus ou moins maintenant, l'étiquette et l'image que l'on donne aux autres est très importante. Il est donc important quand on cherche un partenaire qui respecte également l'étiquette japonaise. Une partie de cette étiquette japonaise, ça va justement être le pouvoir et l'influence qu'ont les parents sur leurs enfants. Quand on rencontre quelqu'un au Japon, il est donc très important de le présenter à ses parents en tant que futur mari ou en tant que conjoint actuel afin d'obtenir entre guillemets leur accord pour la relation. C'est vraiment quelque chose qui est très psychologique et qui est très ancré dans la mentalité ici, mais les parents jusqu'à l'âge adulte vont jouer un rôle très important dans la vie des enfants. Petite anecdote personnelle à ce niveau-là, j'ai un grand nombre de Japonais dans mon entourage, les gens que je côtoie dans la vie de tous les jours, que ce soit au travail ou dans ma share house par exemple, qui me disent régulièrement « Ah, j'aimerais bien faire telle chose » ou « J'ai envie d'expérimenter telle chose ». Et quand, avec mon regard étranger, je leur demande « Mais qu'est-ce qui t'en empêche de le faire ?» Eh bien la réponse est souvent « Si je le faisais, mes parents me tueraient ». Ça montre comme qu'il y a une vraie importance et un vrai respect de la parentalité au Japon. En fait, au Japon, une fois que l'enfant va naître, l'entièreté de la famille va se réorganiser autour de cet enfant. L'enfant prend une place centrale dans la famille, et ça s'exprime notamment dans le langage, où beaucoup de kanji liés à l'enfant et à la naissance incluent la partie qui se rapporte à Dieu. Quand l'enfant naît, la mère en général quitte son travail et arrête de travailler pour s'occuper à temps plein de son enfant, et le père de l'autre côté va commencer à travailler d'arrache-pied pour compenser la perte financière et pouvoir donner toutes ses chances à l'enfant. Ce qui fait que l'enfant va grandir dans un milieu où il est le centre de tout et où il va avoir une énorme pression, puisque les parents ont tout sacrifié, y compris leur relation conjugale pour l'enfant. L'enfant se doit de réussir. L'enfant va donc grandir petit à petit dans ce milieu familial et va arriver jusqu'à l'école où il pourra enfin développer des relations amicales. Les relations amicales.
Jouer à la console, discuter pendant des heures durant, faire des soirées pyjama, c'est beau l'amitié quand même. C'est beau, mais c'est dur. Au Japon, la plupart des amitiés vont se construire durant l'enfance et elles vont en général durer assez longtemps. C'est d'ailleurs un des rôles explicites de l'école primaire au Japon, c'est d'apprendre aux enfants à se connaître et à collaborer entre eux. Ça permet en fait pour les écoles de former des gens qui seront plus tard adaptés à la société et qui pourront aider leurs prochains dans le futur. Pour certains, c'est quelque chose qui ne sert à rien et qui permet de former des robots. Pour d'autres, c'est quelque chose de magnifique qui permet justement de former des gens qui sont adaptés et socialement expansifs vers les autres. Évidemment, le système japonais est loin d'être parfait. On connaît tous les problèmes d'harcèlement, de surcharge de travail, etc., etc. Ça permet vraiment de rencontrer des gens et de se faire plein de potes. Et tant mieux, parce qu'au Japon, se faire des potes à l'âge adulte, c'est vachement plus compliqué. Justement, à cause de cette histoire d'étiquette et d'image, on ne parle pas aux gens dans la rue. C'est très mal vu d'interrompre les autres personnes et de potentiellement les déranger pendant qu'elles font quelque chose. On n'a donc pas du tout cette culture, comme chez nous en Europe, de pouvoir interrompre quelqu'un dans la rue pour lui demander une information ou même pour discuter avec lui parce qu'on trouve quelque chose de sympa chez lui. Ça, c'est quelque chose qui est complètement mort au Japon. La seule exception qu'il y a à cette règle, c'est parfois les petits vieux qui viennent vous parler dans la rue parce qu'ils n'ont rien à faire. On a parfois tendance à se dire que le fait qu'on puisse pas se faire vraiment d'amis à l'âge adulte au Japon, c'est à cause du fait qu'on ne peut pas aux étrangers dans la rue. Mais en fait, quand on y pense bien, en Europe non plus, on ne peut pas ami avec des gens random dans la rue comme ça. L'amitié, ça naît entre deux personnes qui se rencontrent suite à une occasion quelconque, que ce soit par la rencontre d'un autre ami ou parce qu'on fait une activité ensemble dans le cadre du travail ou d'une activité extrascolaire par exemple. Mais c'est rare qu'on ait voir un gars dans la rue, qu'on ait son numéro de téléphone et que 3 jours après on boit un verre ensemble et puis après qu'on devienne les meilleurs potes. Le problème au Japon, c'est que d'une part, c'est assez compliqué d'avoir ce genre d'occasion et d'autre part, comme je vous l'ai dit juste avant avec la famille, l'étiquette est très importante. En fait, à cause de cette étiquette au Japon, quand on rencontre une personne en face de nous, on va en général suivre un schéma préconstruit qui va pas nous permettre vraiment de découvrir l'autre pleinement dans sa personnalité. C'est quelque chose qui est assez dommage et derrière ça, l'étiquette elle met beaucoup de temps à s'effacer. Elle met parfois tellement de temps à s'effacer que le temps que l'étiquette disparaisse et qu'on puisse commencer à découvrir vraiment la personne qu'on a en face de nous, l'occasion de partager des moments avec cette personne, elle est déjà passée. La chose qui représente le mieux cette étiquette, c'est justement le monde du travail. Les relations professionnelles. En japonais, il existe différents niveaux de langage. Un peu comme en français, on a le langage courant, le langage familier et le langage soutenu. En japonais, on a ce qu'on appelle le keigo. Le problème du keigo, c'est son rapport de force. Le keigo, c'est une forme de langage qui a deux fonctions principales. D'une part, remonter l'ego de la personne en face et d'autre part, rabaisser sa propre valeur. C'est un type de langage qui est presque exclusif au monde du travail, mais qu'on s'attend à ce que tout le monde utilise. C'est-à-dire que les supérieurs s'attendent à ce que leurs subordonnés leur parlent d'une telle façon. Et c'est presque réglementaire. Si vous ne parlez pas le keigo dans un entretien d'embauche, vous êtes presque sûr que vous ne serez jamais pris. Évidemment, le gros problème du keigo, c'est que ça a tendance à créer une énorme distance. Là où chez nous en Europe, il n'est pas inhabituel qu'on partage les choses avec ses collègues et qu'on puisse discuter de façon un peu plus ouverte, voire que les collègues deviennent des amis par la suite. Au Japon, c'est quelque chose de très compliqué. La hiérarchie est extrêmement forte et extrêmement présente. Et ça, malheureusement, ça va être très délétère. Pour qu'une relation d'amitié puisse naître, il faut en réalité que les deux personnes puissent se sentir à l'aise et sur un pied d'égalité au niveau de la relation. Or, ce n'est pas du tout le cas dans le monde du travail au Japon. Même si je vous l'accorde, le but principal du travail n'est pas de se faire des amis, le fait d'avoir en permanence des relations qui sont déséquilibrées ainsi vont en permanence fausser nos repères dans nos relations. D'après le baromètre du bien-être au travail de l'Edenred Ipsos, le Japon est classé bon dernier dans tout ce qui est considération au travail. Cela est notamment dû à un score très faible sur l'échelle de la considération au travail par la hiérarchie, qui va en général mettre plus l'accent sur le côté efficacité que sur le côté bien-être émotionnel. Et ça malheureusement, combiné à tous les autres facteurs que l'on a vu avant, ça va avoir tendance à mener à l'isolement social. 20%, c'est le nombre de Japonais qui disent n'avoir personne à qui demander conseil dans leur entourage. Et si on ajoute à cela les 16% de personnes qui disent ne pouvoir demander de conseils uniquement à leur famille, on arrive alors à un chiffre ahurissant de 36 personnes qui peuvent être considérées comme atteintes d'isolement social. Tout ce que je vous ai expliqué avant sur les relations au Japon avait en fait pour but de vous donner les clés, de comprendre qu'est-ce qui mène à l'isolement au Japon et pourquoi cet isolement est autant présent dans ce pays. Au Japon, le bien commun passe avant le bien de sa propre personne. On vit donc pour le groupe avant de vivre pour soi-même afin de faciliter le bien commun. Pour cela, il est nécessaire d'adopter une discipline forte et respectée de tous. Afin de perpétuer cet ordre et cette discipline, on va alors se mettre en couple principalement pour avoir un enfant que l'on va éduquer de la façon la plus disciplinée possible afin que celui-ci puisse s'élever socialement et élever notre propre condition par la suite. Enfant qui va lui-même, soit en atteignant cette discipline, atteindre un niveau social élevé et vouloir le maintenir, soit vouloir lui-même élever sa condition sociale en ayant lui-même des enfants qui pourront élever sa condition sociale pour le futur. Voilà en fait ce qui se cache derrière l'ordre et la discipline et les relations au Japon. C'est une grosse machine qui tourne très bien. Malheureusement, lorsqu'une machine tourne aussi bien, les pièces défectueuses doivent être abandonnées. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est une vidéo qui était un peu différente d'habitude parce que je l'ai écrite en avance. J'ai eu énormément de difficultés à tourner parce que le jour que j'avais prévu pour tourner,
il y avait énormément de vent. Il y a 2-3 extrêmes malheureusement où ça s'entend au micro. Je suis désolé, j'ai fait ce que j'ai pu au niveau du montage pour le rattraper, mais parfois ça a été irrattrapable. Évidemment, c'est une vidéo qui est un peu plus lourde, un peu moins légère que d'habitude, qui parle d'un sujet qui est important, je trouve. Et prenez aussi en compte que ce que je raconte dans cette vidéo n'est pas la vérité unique, que je ne suis pas détenteur d'une vérité absolue, et que même si je me suis basé sur des sources qui sont en description, vous pouvez les checker, les chiffres restent des chiffres. C'est-à-dire que quand je vous dis que 40% des Japonais sont célibataires ou que X% des Japonais sont isolés, etc., etc., ça reste des chiffres. Même si ce que j'ai dit se base sur des études scientifiques et sur des chiffres, et que donc ça dépeint une certaine vérité, la psychologie et la sociologie sont des sciences qui sont extrêmement complexes et qui prennent beaucoup de temps à sortir des résultats et qui malheureusement sont trop peu développées au Japon. J'ai dû vraiment gratter pour aller trouver des textes et trouver des informations, et il en manquait énormément. Ça veut aussi dire de l'autre côté qu'en réalité, on n'a peut-être pas tout exploré dans les relations au Japon, que ce soit moi ou les chercheurs en sociologie et en psychologie sociale du Japon. Il reste énormément de choses à découvrir, et il est donc important de garder un esprit critique face à tout ça. Faites toujours attention à ce que vous regardez sur internet, faites toujours attention aux informations qu'on vous donne et vérifiez toujours les choses. J'essaie vraiment de faire un maximum de prévention par rapport à ça parce que moi-même qui fais des études et qui ai lu énormément d'articles scientifiques dans ma vie, je sais très bien qu'on peut trouver toutes les choses et tout leur opposer. Je vais pas vous emmerder plus longtemps, merci vraiment particulièrement d'avoir regardé cette vidéo aussi. C'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, que j'avais vraiment envie de faire. J'espère que la vidéo était intéressante et assez bien rythmée malgré tout. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo un peu plus légère, ce qui ne devrait pas être trop compliqué. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de journée, un très bon week-end. Au revoir.